Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur le mouvement et la deuxième loi de Newton. Pour entamer le sujet des mouvements, nous allons aborder les vecteurs, position, vitesse et accélération. Ici, on se limite à l'étude du mouvement plan d'un point M d'un système dans un référentiel donné. Dans un repère qu'on notera au IJ, lié au référentiel d'étude, la position d'un point M est donnée par le vecteur position OM. Et la trajectoire là, si nous prenons n'importe quel point de la trajectoire M, eh bien le vecteur position, c'est le vecteur qui lie O à M. Donc le vecteur OM de coordonnées X, Y, et dont la norme se calcule par la racine carrée x au carré plus y au carré. Par contre, le vecteur vitesse dans un référentiel donné est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position OM à cet instant, à un instant t. Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire et dirigé dans le sens du mouvement. Le vecteur vitesse sera tangent, et donc ici le vecteur vitesse a pour coordonnées, et on peut aussi noter que ces coordonnées sont la dérivée de x par rapport au temps et la dérivée de y par rapport au temps. Et comme avant, on peut calculer la norme du vecteur vitesse comme étant vx et racine au carré de vx au carré plus vy au carré. Et on peut aussi déterminer la vitesse, le vecteur vitesse, comme étant la dérivée du vecteur OM sur dérivée du temps. Ceci nous donne ceci. On peut aussi obtenir le vecteur vitesse instantané d'un point M en une position MI par la relation vecteur VI égale delta vecteur OM allant de I jusqu'à I plus 1 sur delta T. Enfin, après le vecteur vitesse, nous avons le vecteur accélération. Dans un référentiel donné, ce vecteur d'un point M est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse V à un instant T. Le vecteur accélération est toujours collinéaire et de même sens que le vecteur variation de vitesse. Donc même direction et même sens pour les deux vecteurs A et V. Le vecteur A qui a pour coordonnées AX et AY. On peut aussi noter ces coordonnées comme étant la dérivée de Vx sur dérivée du temps et dérivée de Vy sur dérivée du temps. Et encore, on peut noter A comme étant la dérivée seconde, donc d seconde de x sur dt seconde et d seconde y sur dt seconde. Et de ce fait, on peut dire que AY égale dérivée de V par rapport au temps ou dérivée seconde de OM par rapport au temps. On peut aussi calculer le vecteur accélération d'un point M en une position MI de la trajectoire grâce à la relation A de I plus 1 égale delta vecteur vitesse allant de I jusqu'à I plus 1 sur delta T. Maintenant, passons à des exemples de mouvements. Nous avons le mouvement rectiligne uniforme. Un système est animé d'un mouvement rectiligne uniforme si sa trajectoire est une portion de droite, si c'est une droite, et V est constant au cours du temps. Donc V est constant. Et par ceci, on peut en déduire que si V est constant, donc la dérivée de la vitesse est nulle.
Donc le vecteur accélération est un vecteur nul. Dans le cas d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré ou décéléré, donc uniformément varié, nous avons un système animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié si sa trajectoire est une portion de droite et A est constant au cours du temps. Donc cette fois-ci, ce n'est pas la vitesse, mais l'accélération qui est constante. Ce vecteur A a pour caractéristique une direction, celle de la droite support de la trajectoire, de sens celui de V si le mouvement est accéléré, ou inverse, l'opposé si le mouvement est décéléré. Et A, bien sûr, sa norme est constante. Dans le cas d'un mouvement circulaire, la trajectoire du système est une portion de cercle. Un repère privilégié pour l'étude d'un mouvement circulaire est le repère de Freinet, qu'on note M, vecteur unitaire N, vecteur unitaire T. Donc nous avons ici le mouvement circulaire, le cercle de centre O, avec M étant le système étudié. UT, qui est le vecteur tangentiel en M à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Et UN, qui est le vecteur unitaire normal perpendiculaire en M à la trajectoire et orienté vers l'intérieur de la trajectoire. Et l'origine de la trajectoire M est bien entendu mobile. Dans ce repère, nous avons AN ou A qui a pour coordonnées AN et AT. AN étant égal à la vitesse au carré sur le rayon du mouvement circulaire et AT qui est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc on peut en déduire que le vecteur A est égal à AN fois le vecteur unitaire UN plus AT fois le vecteur unitaire UT. Et le vecteur V est égal à la vitesse fois le vecteur unitaire UT. Dans le cas du mouvement circulaire uniforme, les caractéristiques du vecteur V sont une direction tangente à la trajectoire, comme on l'a dit, V égale V fois vecteur UT, sens celui du mouvement et valeur V qui est constant. Le vecteur accélération A, nous avons une direction variable et perpendiculaire à la trajectoire, c'est-à-dire que AT est nul. Puisque V est une constante, alors sa dérivée est nulle, d'où AT est nul. Le sens c'est vers le centre de la trajectoire, donc centripète, et elle a comme valeur A égale AN. Dans le cas d'un mouvement circulaire varié qu'on va très peu voir, nous avons le vecteur vitesse V tangent à la trajectoire encore, sans celui du mouvement encore, et V qui est variable. Et pour le vecteur accélération A, une direction variable et non perpendiculaire à la trajectoire. Donc cette fois AT n'est pas égal à 0 et V n'est pas égal à une constante. Le sens du vecteur A, c'est vers l'intérieur de la trajectoire, mais non pas centripète. Et la valeur de A est différente de AN. Désormais, passons à la deuxième loi de Newton. Mais présentons tout d'abord ce qu'est un référentiel galiléen. En effet, ce dernier est un référentiel en mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen.
Si un système au repos ou en mouvement est soumis à des actions mécaniques qui ne se compensent pas dans un référentiel, alors le principe d'inertie ne s'applique pas. Le principe d'inertie étant la première loi de Newton, et le référentiel n'est donc pas considéré comme galiléen. Si un référentiel est en mouvement de translation accéléré ou ralenti, ou en rotation par rapport à un autre référentiel galiléen, alors il n'est pas galiléen. On peut prendre l'exemple d'un système étudié, celui de la canette de soda, et d'un référentiel étudié qui est le TGV. Dans ce cas, nous avons l'inventaire des forces qui inclut le poids P, qui est le centre de gravité du système, qui a pour point d'application le centre de gravité du système, direction verticale, sens vers le bas et norme P égale m fois g. Nous avons aussi la réaction normale, Rn, qui a pour origine le point de contact entre le système et le support, direction perpendiculaire au support, sens vers le bas. Et aussi la force due au freinage du TGV, donc lorsque le TGV décélère, et cette force a pour direction horizontale et sens dans le même sens du mouvement. Un référentiel galiléen est donc un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Nous avons trois référentiels galiléens connus, le référentiel géocentrique, dont le centre est le centre de la Terre et dont les trois axes pointent vers trois étoiles supposées fixes. Il peut être supposé galiléen. Un autre qui peut être supposé galiléen, c'est le référentiel héliocentrique, dont le centre est le centre du Soleil et dont les trois axes pointent vers trois étoiles supposées fixes. Un autre et un dernier, c'est le référentiel terrestre, dont le centre est un point fixe de la Terre et dont les trois axes sont immobiles par rapport à la surface. Ce référentiel peut être supposé galiléen. Nous avons aussi la notion de centre de masse d'un système. Le centre de masse G d'un système est l'unique point de ce système où peut toujours s'appliquer le principe d'inertie. Lorsqu'on ramène l'étude du mouvement d'un système à celui de son centre de masse G, on considère que toute la masse du système est concentrée en G. L'étude du mouvement est alors plus simple. Donc nous avons le principe d'inertie. Enfin, passons à l'énoncé de la deuxième loi de Newton. Avant d'appliquer cette loi, il faut toujours citer le système étudié et le référentiel d'étude. Tout d'abord, nous avons la première loi de Newton qui stipule que si un système est immobile ou décrit un mouvement rectiligne uniforme, alors il est soumis à des forces qui se compensent. Donc, sigma des forces, la somme des forces, est égale au vecteur nul. La deuxième loi de Newton permet de déterminer le vecteur accélération A du centre de masse G. Les forces appliquées au système sigma F étant connues ou inversement. Le principe d'inertie apparaît comme un cas particulier de la deuxième loi de Newton. Donc d'après la première loi de Newton, nous avons sigma F égale à la masse fois le vecteur accélération du centre de masse. Et d'après la première loi, lorsque le système est immobile, sigma F égale au vecteur nul. Donc la masse fois le vecteur accélération est égal au vecteur nul. Donc l'accélération est nulle, la vitesse est constante. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.